Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Chaque jour, les autorités de santé dressent le bilan des victimes du coronavirus en milieu hospitalier. Dans le décompte du jeudi 26 mars, Julie, 16 ans, emportée par la maladie la veille à l'hôpital Necker à Paris. Aujourd'hui dans Code Source, un patient qui vient de sortir de réanimation témoigne pour alerter sur le Covid-19 et pour rendre hommage au personnel soignant. Claudia Prolongeau. Patrick est un miraculé. Professeur de français et d'histoire géo dans un lycée de Strasbourg depuis 2 ans, il est sorti de l'hôpital mardi 24 mars dans l'après-midi. Je l'ai eu par téléphone, quelques heures après son retour chez lui. Il n'en revenait toujours pas d'être sorti de là, mais aussi de s'être retrouvé victime de ce coronavirus dont il avait entendu parler pour la première fois au mois de janvier. J'ai 51 ans, je suis enseignant. Je suis savoyard d'origine. J'ai entendu parler de la maladie pour la première fois, je pense, mi-janvier. Et après, un peu plus intensément, en février. Vous aviez déjà eu peur de mourir avant ? J'habitais à Paris au moment des attentats. Une semaine après les attentats du Bataclan, j'ai voulu aider une jeune femme dans le métro qui était dans une situation particulièrement difficile. Il était très tard, on était 3, son agresseur, elle et moi. Elle a pu partir et après, son agresseur m'a fait comprendre que j'allais mourir. Et il a sorti une lame de, je pense, entre 20 à 25 cm de sa manche. Et je me suis dit, waouh. J'ai parlé très fort, j'ai marché très calmement, je voulais pas qu'il pense que j'étais lâche. Et il m'a pas suivi et cette nuit-là, j'ai rien dormi. Et je me suis décidé en fait à demander ma mutation à Strasbourg. Et comment vous êtes devenu professeur ? C'était une vocation depuis toujours ? Non, j'ai eu plusieurs fonctions, notamment dans la communication, ce que je faisais à New York. Donc, j'ai essayé de rentrer en France. Et puis je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire ? Et je sais qu'on m'a toujours dit que quand j'expliquais les choses, j'y mettais du cœur, c'était assez clair. Donc j'ai passé le concours, j'ai beaucoup travaillé, je l'ai eu du premier coup, et puis je m'éclate dans mon métier que j'aime particulièrement. J'ai d'ailleurs prévenu, puisqu'on parle de ça, j'ai prévenu chacun de mes élèves et les parents d'élèves de ma situation, parce que je me faisais du souci, j'ai eu peur peut-être de leur avoir transmis quelque chose, et j'ai eu des témoignages des familles vraiment très beaux, de beaucoup de mes élèves, des élèves de seconde, des élèves de BTS, des élèves de première, des élèves de terminale. Et puis aussi, je tiens à dire que dans mon établissement, où on est 150 profs, j'ai eu des témoignages d'affection, d'amitié. Moi, je connais pas tout le monde. C'est que ma 2e année dans ce lycée. Des témoignages d'une beauté, c'est chouette, quoi. Le 5 mars, divers articles de presse relaient qu'un rassemblement évangélique a eu lieu du 17 au 24 février à Mulhouse, à une centaine de kilomètres de Strasbourg, et qu'il a probablement propagé le coronavirus en France. 2500 fidèles, venus de la France entière, mais aussi de la Belgique, de l'Allemagne et de la Suisse, se sont retrouvés pour prier ensemble avant de repartir chez eux. Très vite, les cas dans le Grand Est se sont multipliés, et le 6 mars, c'est au tour de Patrick de ressentir les premiers symptômes. J'étais en cours, je faisais passer une épreuve à mes élèves de BTS, une épreuve de français, blanche, et j'ai pas l'habitude de laisser mes élèves pour aller aux toilettes, et là il fallait absolument que j'y aille. Et il y avait quelqu'un d'autre qui surveillait avec moi, et j'ai compris que j'étais pas bien. C'était les portes ouvertes de notre lycée, première journée. J'étais assez contre parce que je trouvais que le mélange, le fait de faire venir des gens dans le lycée de l'extérieur pouvait potentiellement nous mettre à risque, d'autant qu'il y avait eu la convention évangélique dans le Haut-Rhin, et voilà, donc en tout cas à 18h, comme mes collègues, j'ai accompagné les familles qui venaient découvrir le lycée, et j'étais pas du tout en forme, je suis revenu le lendemain comme c'était prévu. La 2e journée des portes ouvertes, le samedi 7 mars, à midi, les portes ouvertes se sont terminées, moi j'étais pas bien du tout, et donc j'ai appelé le lendemain, le 15, et on m'a dit que j'avais sans doute la grippe. Alors j'ai dit bon, donc je peux retourner au travail lundi ou mardi. On m'a dit non, surtout pas, vous devez être en mesure de confinement parce que peut-être que c'est pas la grippe. Donc on m'a dit vous mettez en quatorzaine et puis vous rappelez si ça
si ça se complique. Et puis en fait, très rapidement, ça s'est encore compliqué. Et ma maman, qui est en Savoie, commençait à se faire du souci. Donc elle m'a dit, au bout d'un moment, il faut vraiment que tu fasses quelque chose, parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc j'ai appelé mon médecin personnel, qui est urgentiste dans les hôpitaux de Strasbourg, qui lui aussi commençait à se faire du souci. Et puis j'ai pris la décision d'appeler les pompiers. Et à partir de là, je suis passé dans une autre dimension. Le vendredi 14 mars, 3 pompiers viennent chercher Patrick pour l'emmener à l'hôpital. À part l'appendicite quand il était petit, c'est une première pour lui. Quand il les regarde descendre de leur camion, il est surpris de voir qu'ils portent des combinaisons intégrales. Moi j'ai été épuisé, ils m'ont aidé à descendre, j'ai fermé l'appart et puis de façon assez surprenante, il s'est trouvé que l'ambulance s'est passée devant le lycée qui est pas très loin de mon domicile et j'ai vu certains de mes élèves par la fenêtre. Je trouvais la situation particulièrement cocasse. Comme il y avait un peu de circulation, ils ont décidé de prendre la voie de tram pour gagner du temps. Et puis on est arrivé à l'hôpital civil de Strasbourg. Il y avait énormément de gens, donc il a fallu attendre pratiquement 3 heures. On m'a fait le prélèvement dans la narine, que j'ai trouvé particulièrement douloureux. J'ai insulté les pompiers parce que je pensais pas que ça faisait aussi mal. J'ai une carrure assez costaud, mais j'avoue que je suis assez douillet. Et une fois que ça a été fait, pratiquement 3 heures se sont passées, on m'a fait rentrer dans l'hôpital. Les 3 pompiers m'ont accompagné, il y avait aussi 3 policiers. J'ai compris qu'en fait, j'étais sous surveillance. On m'interdisait de toucher la moindre porte ou de parler à quelqu'un. Mais je me dis, bon, je suis entre de bonnes mains, entre de mains de professionnels, ils savent ce qu'ils font, donc voilà. On m'a fait passer un scanner et ça s'est bien passé. On a vu qu'il y avait des taches blanches dans un de mes poumons. Et puis, on m'a mis dans une chambre, je ne suis pas resté longtemps, c'est quelqu'un qui est venu me dire que j'étais positif. Et je me souviens avoir posé la question, mais positif à quoi? Je ne vois pas de quoi vous me parlez. On m'a dit, vous avez le coronavirus. Et là, c'est allé très très vite. On m'a descendu en réanimation. Il y avait entre 7 et 6 médecins. Et c'est là où j'ai flippé vraiment, parce qu'on m'a dit, monsieur Dard, on va vous mettre dans un coma artificiel. J'ai pas eu le temps d'appeler ma famille, j'ai pas eu le temps d'appeler mes amis. Et puis, je savais j'allais pas pouvoir lutter, que mes yeux allaient se fermer, et je me suis dit que peut-être que je vais jamais les rouvrir. Et je me souviens avoir regardé intensément les yeux bleus d'une des médecins qui était là. Et je lui ai dit vraiment, faites tout ce qu'il faut, mais il faut me sauver. Je veux vivre. Je vous fais confiance. Et puis je me suis endormi, et puis voilà. Quand Patrick ouvre à nouveau les yeux, 5 jours sont passés. J'ai découvert que ma machine m'aidait à respirer, que j'avais des tuyaux, que j'avais plein de prises de sang, que j'étais fatigué et que j'étais dans un monde que je ne connaissais pas, avec des infirmières qui couraient partout, des gens différents qui venaient me voir, s'inquiétaient pour moi, prenaient mes constantes, surveillaient mes constantes, reprenaient mes constantes. Je leur faisais confiance et je comprenais que voilà, j'étais revenu de loin. Le mercredi 18, à partir du moment où j'ai quitté la réanimation, on est venu m'emmener, des brancardiers sont venus me chercher, et on m'a mis dans une chambre seule, et là j'ai pu appeler chez moi, et ma mère était toute retournée, quoi. Elle revenait pas. Ce qui est particulier, c'est que ma maman n'a pas vécu la même aventure que moi, parce que moi j'ai fait comme un gros dodo, et elle m'a dit, on en a parlé il y a 2 jours, elle m'a dit que l'équipe médicale l'appelait tous les jours, et qu'elle avait la possibilité de poser toutes les questions qu'elle a pu poser, des plus saugrenues aux plus difficiles, et qu'elle a pu le faire, et que les réponses ont été franches, directes, très honnêtes. Je ne sais pas quel terme elle a utilisé, mais en tout cas à un moment elle a demandé si le pronostic vital était engagé, quoi. Et on lui a dit que oui. Puis elle avait compris que c'était pas gagné. Moi j'ai vraiment compris il y a 2 jours, elle m'a dit t'as vraiment failli y rester, quoi. Et puis elle a été super contente quand elle a eu quand je l'ai appelée, elle a crié de joie, quoi. Elle en revenait pas. Je pense qu'elle était très contente de savoir qu'elle n'avait pas perdu son fils. En sortant de son coma artificiel, Patrick découvre aussi une France en confinement qui ne l'était pas au moment où on l'a endormi. Je l'ai appris par une de mes collègues, et je trouvais que c'était une bonne chose. Ceci dit, quand on m'a ramené
d'ambulance cet après-midi, j'étais surpris du nombre de personnes qui se promenaient, qui faisaient du vélo, en famille ou seules. C'est hallucinant. Et ce qui est dingue, c'est que moi, on m'a sauvé la vie, les équipes médicales m'ont sauvé la vie. Et en fait, je comprends pas que les gens ne suivent pas ces 2 simples conseils. Restez chez vous, lavez-vous les mains. Alors je sais bien que chez soi, c'est pas forcément toujours évident, tout le monde n'a pas un grand appartement, etc. et que ça peut être sans doute compliqué. Mais de là à sortir, moi je comprends pas. Je trouve que c'est un manque de respect abominable. Et j'imagine que si ces personnes qui sortent aujourd'hui devaient malheureusement attraper ce que j'ai attrapé, elle serait bien contente d'avoir face à elle ces gens extraordinaires qui mettent leur vie en danger. Moi, quand j'étais en réanimation, j'ai bien vu qu'il y avait du stress. Il y avait une infirmière qui m'a dit qu'elle ne rentrait plus chez elle parce qu'elle avait peur de contaminer son mari ou ses enfants. On était 30 patients en réanimation, il y a eu des décès. Et moi, je sais que le mercredi où je me suis réveillé, il y a un monsieur qui arrivait, qui était en grande détresse respiratoire. C'était apparemment très, très, très compliqué pour le plonger dans le coma. Donc ça s'agitait beaucoup. Et puis là, ce week-end, il y a eu quand même des décès parmi les médecins de la région Grand Est. On est dans une semaine critique. Là, c'est difficile. Moi, quand je suis sorti de l'hôpital tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait encore des tas de gens qui arrivaient. Donc, c'est loin d'être gagné, quoi. Donc, je comprends pas que les gens respectent pas. Restez chez vous et lavez-vous les mains. Le 21 mars, Jean-Jacques Razafindranazi meurt. Il est le premier médecin à décéder du Covid-19. Cette nouvelle, ainsi que des témoignages de personnes ayant perdu des proches, lui fait réaliser un peu mieux ce à quoi il a échappé. J'ai regardé dans ma chambre, c'est à vous, je crois, et il y avait une jeune femme qui avait perdu son papa et qui témoignait, et ça m'a beaucoup retourné. Et puis aussi dans 7 à 8, une jeune femme qui a perdu son papa de 70 ans, pareil, ils n'ont pas pu lui dire au revoir. Après, c'est sûr, quand il y a eu les différents médecins, même chose, quoi. Et puis vous apprenez que c'est des gens qui auraient pu prendre leur retraite, mais qui ont décidé de ne pas la prendre, et qui ont décidé d'être là, et qui ont décidé de tenir coûte que coûte leur serment d'Hippocrate, et puis ils sont plus là. Et ce qui doit être terrible pour les familles, c'est que ils n'ont pas pu se dire au revoir, quoi. C'est pas comme quand vous perdez des fois quelqu'un et que vous avez entre guillemets le temps de, là il y a le temps de rien. Mardi 24 mars, Patrick rentre chez lui. En 10 jours, il a perdu 6 kilos et a encore des séquelles. On l'a déjà prévenu qu'elles pourront durer et que pour être totalement sur pied, il lui faudra peut-être attendre 6 mois. Tout à l'heure, j'avais du mal à marcher jusqu'à l'ambulance, j'ai pas voulu utiliser le brancard. Je suis très fatigué, le souffle revient bien, donc ça c'est bien. Et puis j'ai eu beaucoup, alors je m'excuse d'en parler, mais j'ai eu beaucoup de diarrhée, de terribles maux de ventre. Il paraît que ça fait partie des symptômes, encore hier après-midi. Donc là on m'a donné quelque chose à prendre si ça devait se reproduire. Voilà, sinon le moral est bon. Ça fait vraiment depuis 2-3 jours que je respire à peu près normalement. Ça a été très difficile. Là, je suis très fatigué. Je suis rentré chez moi cet après-midi aux alentours de 14h30. Donc je suis HS. J'ai un arrêt de travail de 2 semaines. On m'a interdit de corriger la moindre copie et de ne pas participer à la continuité pédagogique parce que je dois absolument me reposer, ce que je compte faire. On m'a dit que je pouvais être contagieux pendant 1 mois, que dans certains cas, il valait mieux justement, moi premier symptôme le 6, donc je n'ai pas de raison de sortir puisque niveau nourriture ça va, donc jusqu'au 6 avril, et puis de toute façon je suis très fatigué, j'ai un peu de mal à marcher, donc je vais rester chez moi tranquillement, quoi. Comment ça se passe maintenant pour vous ? Vous êtes suivi ? On me laisse pas dans la nature en fait, alors j'ai pas encore eu le temps de regarder. Mais il semblerait que il y a un dispositif qui existe, qui me permette d'appeler, ou alors je vais être appelé. En tout cas, si moi j'ai le moindre symptôme ou la moindre question, je peux appeler, il y a un suivi. C'est rassurant de savoir que je ne suis pas laissé tout seul sur le bord du chemin. Même ça, c'est juste génial, quoi. Et on m'a dit vraiment, vous inquiétez pas, s'il y a le moindre souci, vous serez traité très rapidement, on ne vous laisse pas du tout seul. Cette attention dont Patrick a bénéficié tout le temps de son hospitalisation et qu'il sent encore aujourd'hui est peut-être ce qui laisse le plus de traces. Et s'il témoigne, c'est avant tout pour rendre hommage au personnel soignant. Je cherche pas du tout la lumière, on m'a sauvé la vie et
J'ai pas de mots pour dire merci. Je suis prof de français et le mot que je veux utiliser, je le connais pas en fait. En sortant tout à l'heure, j'avais envie de prendre dans les bras notamment une des aides-soignantes qui a été super avec moi, qui a essayé de me faire rire. Et puis du coup, je me suis dit, je vais faire livrer à peu près 40 pizzas jeudi et vendredi au service de réanimation, et puis où j'étais après, si ça peut les réconforter un petit peu, j'en serais ravi. Une fois que le confinement sera terminé, quand vous pourrez ressortir, qu'est-ce que vous avez envie de faire en premier ? C'est très bizarre parce que j'ai jamais ressenti ça. Mais en fait, j'ai une terrible envie de mortadelle, de tomates farcies et de brie. Et j'aime beaucoup les amis, les bonnes bouffes, etc. Donc ça sera de ce registre-là les premières grosses émotions de retour à la vie. Merci à Patrick d'avoir accepté de témoigner auprès de Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée, comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été produit par Marion Botorel, réalisation Julien Moncouquiol.